Alors, mon nom est Marie-Josée Durand, je suis professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke. Je suis leader avec Normand Boucher sur Québécois pour le centre de recherche. Alors, moi, je me suis intéressée avec Marie-France Coutu aux travailleurs vieillissants. Alors, les travailleurs vieillissants, on parle des gens de 55 ans et plus, on s'intéresse à eux parce que d'abord, il va y avoir de plus en plus de travailleurs vieillissants dans les prochaines années. Et ce qu'on sait, c'est que c'est des gens qui ont plus d'arrêts de travail et les arrêts de travail durent plus longtemps. Alors, ce qu'on a fait, c'est deux choses. On a fait une revue de littérature là-dessus et on a fait aussi des groupes de discussion qui comprenaient des employeurs, des syndicats, des travailleurs eux-mêmes et des assureurs. On a essayé de voir un peu quels étaient les défis concernant les travailleurs vieillissants pour retourner au travail après une absence et se maintenir. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de littérature sur l'individu et le milieu de travail. Il y avait très peu de choses sur comment le système de santé influence ça et comment aussi les assureurs influencent le maintien au travail. Globalement, ce qu'on retrouve, c'est que tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un déclin fonctionnel, donc que les gens après 55 ans perdent les capacités un peu, et que c'est nécessaire que l'environnement de travail fasse des accommodements pour maintenir un peu le maintien au travail. Tout le monde est d'accord avec ça, mais dans la réalité, dans les focus group, on n'a pas entendu d'employeurs qui nous ont dit on fait des accommodements. Les employeurs, ce qu'ils nous ont plutôt dit, c'est à chaque fois qu'on a un travailleur vieillissant qui s'absente, on va estimer le coût de l'accommodement pour le maintenir. Donc, ce qu'on a vu, nous, chez les employeurs qu'on a rencontrés, c'est plus une évaluation du coût du travailleur et non pas de dire c'est un travailleur expérimenté, ça vaut la peine de le maintenir. C'est plutôt de dire combien il va nous coûter de le maintenir au travail. Dans les entreprises qu'on a vues, par exemple, c'était principalement des entreprises privées et non pas du public. Alors, ça change peut-être un peu, on a peut-être un biais au niveau de ça. Là. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que le travailleur âgé, si en plus c'est une femme et si en plus il vient d'une diversité ethnoculturelle différente, ça augmente un peu sa vulnérabilité. Donc, le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'il y a peu de choses pour les travailleurs vieillissants et que on le regarde plutôt comme un fardeau au niveau de l'entreprise que quelqu'un qu'on veut absolument garder. Mais ça, c'est possible que ce soit un biais lié à nos études comme ça. Okay. Les pays européens, ils se positionnent beaucoup à savoir qu'on peut rester en santé, même en vieillissant, en modifiant les conditions de travail. Puis il faut vraiment qu'après 50 ans, il y a vraiment une adaptation qui est constante. Alors, c'est pas un discours qu'on entend ici. On a plutôt un discours qu'on augmente la productivité et il faut que le travailleur suive. Alors moi, je pense que si on veut faire... Et de l'autre côté, on a un constat que la main-d'œuvre, dans 10 ans, là, il n'y en aura plus. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que les parties prenantes, les assureurs, les employeurs, le système de santé s'assoient ensemble pour rediscuter de ça. Et quand on a un travailleur de 55 ans qui commence à avoir de la douleur, il faut intervenir tout de suite. Donc, c'est vraiment aller en prévention primaire, secondaire et tertiaire et intégrer ça, ce qu'on ne fait pas du tout actuellement. Là. Donc, je suis Bénédicte Calvé, je suis ergonome et je fais mon doctorat à l'UQAM au programme interdisciplinaire en santé et société. Donc, moi, je m'intéresse à la coordination des actions de prévention en entreprise. Donc ça, j'ai fait vraiment une partie plus théorique pour savoir qu'est-ce qu'on savait sur la prévention intégrée visant la coordination des différents niveaux de prévention. Et j'ai aussi fait une étude de cas pour voir comment est-ce que ce qui était développé dans la littérature était faisable, ou c'était quoi les obstacles et leviers à son implantation dans un réel milieu de travail. Donc, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, la prévention intégrée existe et développée de plein de différentes façons. Les définitions aussi des différents niveaux de prévention est variée, mais globalement, il y a vraiment des actions au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de l'état de santé qui sont développées pour chaque niveau de prévention. Donc, ce qui ressort comme étant important, c'est au niveau de chaque niveau de prévention, de vraiment prendre en compte les actions qui peuvent faire de mieux au travail, mais aussi l'évolution de l'état de santé. Par exemple, l'OMS parle que la prévention primaire, c'est éviter l'apparition de la maladie. Bon, mais quand on parle d'action dans le milieu de travail, ça va être intéressant de penser à la conception des postes qui vont empêcher évidemment le développement de maladies, de troubles musculo-squelettiques, etc.
Dans le milieu de travail, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des silos entre les actions des départements santé-sécurité et ressources humaines, mais il y avait plusieurs freins, obstacles à la coordination de leurs actions, notamment au niveau organisationnel. Le partage des données entre les différents départements est difficile, puisqu'en gestion d'invalidité, on parle des cas avec des personnes qui mettent leur nom, il y a des diagnostics, donc tout ça c'est confidentiel. C'est difficile d'avoir un portrait global de la situation. C'est qui les gens qui ont des incapacités, c'est dans quel département on devrait faire des actions. On s'aperçoit aussi qu'il est très difficile d'intégrer la santé-sécurité dans l'aménagement de nouvelles situations de travail. Par exemple, dans le cas d'ergonomie de bureau, des postes de bureau, il y a des gros appels d'offres qui sont faits pour choisir le mobilier, les chaises, mais c'est des critères qui sont choisis sur des critères économiques ou des tables à 29 pouces, par exemple, c'est un standard international, alors qu'on sait qu'à 27 pouces, ça pourrait aller plus de monde, notamment aux plus petites personnes qui sont souvent des femmes. Ça éviterait d'avoir des repose-pieds, des choses comme ça à ajouter en plus. Cette problématique-là, est-ce que c'est une problématique qui est genrée? Est-ce que c'est basé sur un standard du corps masculin ou d'un... Oui, par rapport aux tables, avant on retrouvait même des tables à 31 pouces, etc. Donc c'est vraiment au niveau des concepteurs. Donc moi je me dis peut-être que les concepteurs c'est tous des hommes qui font des tables à leur grandeur, mais quand même en laboratoire avec des collègues, on regardait avec des tables ajustables, puis je fais encore des tests avec des étudiants chaque année, puis on s'aperçoit qu'à 27 pouces, même un grand gars là, de 6 pieds 2, ça lui va très bien une table de 27 pouces, il arrive à passer ses jambes, à croiser les jambes en dessous de la table sans problème. Donc il y a un effet de standard. Et évidemment, on a Wisner, un chercheur en ergonomie, disait l'homme moyen n'existe pas, mais pourtant il y a bien un standard comme ça qui est développé dans le mobilier de bureau, comme si c'était fait pour quelqu'un qui n'existe pas. Et ensuite, beaucoup de postes d'agents administratifs, etc., dans les institutions sont des femmes on est en moyenne plus petites que les hommes, même si ça se chevauche, évidemment. Il y a des hommes plus petits que les plus petites femmes, etc. Là, c'est intersectionnel, évidemment. Mais c'est pas pris en considération. Donc, dans les entreprises, c'est sûr, souvent, ils choisissent un seul modèle de chaise. Ils devraient en avoir 2 ou 3. Ça faciliterait les adaptations de postes. Puis, on y trouve à ce niveau-là, puis les standards qu'on puisse les laisser. Mais il y a peu d'intégration de la SST dans la prévention primaire, donc dans les choix de mobilier ou la conception de nouvelles situations de travail. Puis on se ramasse après à avoir des travailleurs qui ont beaucoup d'incapacités, mais qui ne paraissent pas dans les registres de ressources humaines. François Charrier, je suis étudiant en doctorat à l'École de service social de West-Laval. Et ce qui m'intéresse en réalité, c'est les dimensions de l'équilibre travail vie personnelle des travailleurs qui ont des incapacités. Donc actuellement, en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur comment on peut aménager en fait la vie professionnelle des personnes qui ont des capacités, mais on s'intéresse très peu à la manière dont comment on doit organiser la vie personnelle des personnes qui ont des capacités pour s'assurer qu'elles puissent se maintenir en emploi à long terme. Donc, il y a toute une littérature sur l'équilibre travail personnel qui a émergé et il y a beaucoup là, de défis, en fait, pour bien comprendre de quelle manière on peut utiliser cette littérature-là dans le champ du handicap. Parce que tout d'abord, c'était dans le fond une thématique qui est développée dans une perspective de genre. Et par la suite aussi, cette littérature-là n'a pas beaucoup pris en considération les réalités que les personnes à discapacité vivent, donc notamment le fait d'avoir des incapacités, le fait aussi d'avoir des obstacles, donc tant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle, et aussi de vivre des situations de handicap. Et ça, en fait, dans toutes les dimensions de leur vie. Et donc, l'objectif, en fait, de la thèse va être justement de venir documenter dans le temps quels sont les obstacles, quelles sont les situations de handicap qui ont mené, en fait, les individus à avoir des difficultés à se maintenir en emploi, quels sont les services, quelles sont les politiques, en fait, qui vont être mises en œuvre aussi pour favoriser de meilleures interactions entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Mon nom, c'est Sylvain Lacroix. Je suis quelqu'un qui travaille en défense de droit. Je suis spécialisé justement au niveau du travail autonome chez les personnes assistées sociales.
Et nous, notre action politique non partisane, c'est d'essayer de faire évoluer la réglementation au niveau du travail autonome. Donc, des initiatives des personnes qui sont à l'aide sociale et qui ont des expertises, parce qu'il y a une histoire de vie, souvent avec les personnes qui sont aptes au travail, mais qui souvent ne le sont pas pour différents facteurs. Car il ne faut pas oublier qu'au Québec, il y a beaucoup de préjugés qui existent au sein de la communauté par rapport aux personnes qui sont aptes au travail à l'aide sociale. La réalité du terrain, c'est que c'est souvent des personnes qui sont là temporairement. La plupart des gens, près de 60% de la clientèle, ne passent que pas plus de 2 à 3 ans sur l'aide sociale et retournent au marché du travail. Et c'est souvent suite à une débâcle personnelle, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la maladie. On voit beaucoup les personnes de 50 ans qui sont frappées par le cancer. Or, le chômage ne couvre que 12 semaines, mais souvent le traitement de cancer dure 2 ans. Alors, pendant le restant de la période, ils se retrouvent à l'aide sociale. Et souvent, ce sont des gens qui ont un parcours professionnel, donc qui ont développé des expertises, qui ont développé des façons de faire à travers leur emploi précédent et qui fait en sorte qu'ils peuvent partir avec leur propre talent vers un emploi qu'ils peuvent développer à même leur expertise qu'ils ont développée au cours de la vie. Les politiques actuelles au niveau du travail autonome à l'aide sociale n'ont pas été changées depuis près de 30 ans. C'est-à-dire, depuis 30 ans, c'est 200 $ ce qu'on a le droit de faire à l'aide sociale. Alors, qui sont parmi les gens qui travaillent qui n'ont pas eu d'augmentation depuis 30 ans? Nommez-moi quelqu'un. C'est à l'aide sociale que ça se produit. Et il faut que cette mentalité-là finisse par changer pour qu'on puisse développer des talents des personnes qui sont déjà là. Et il y en a. Oui, on a toujours le préjugé facile par rapport au cas d'exception. On dit tout le temps, on en connaît un de même, mais dans les faits, c'est pas vrai. Quand on regarde finalement dans notre entourage, il y en a pas beaucoup. Et les gens sont, à cause de l'ensemble de ces préjugés-là, ont honte de leur situation. Et avec raison, n'importe qui aurait honte. Donc, on sort pas, on parle pas beaucoup, on se confie pas beaucoup, on n'ose pas dire qu'on est sur l'aide sociale suite à une rupture, un décès ou une maladie. Donc, on tient ça secret. Et on essaie de développer une entreprise privée à partir de nos expertises. Moi, c'est ça l'essence de mon travail et j'interviens quasiment partout dans la province pour donner des trucs aux personnes, comment se redémarrer à partir du programme d'aide sociale, travail autonome, et pour s'en sortir de façon à ce que les personnes puissent mettre en valeur leur expertise, leur qualité et arrêter d'être freinées par les préjugés qu'elles doivent subir. Donc, si on met ça justement dans le lien avec la recherche d'une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez justement de ce... On voit, parce que aussi, on touche des problématiques de handicap, des handicaps majeurs aussi dans notre clientèle de défense de droits, parce que nous, on est dans le Bas-Saint-Laurent, au Témiscouata, donc on regroupe à peu près tout ce qu'il y a au niveau de la défense de droits, que ce soit pour les personnes assistées sociales, le chômage, le logement et les personnes handicapées aussi. On les réfère vers des groupes, mais on voit le handicap de l'aide sociale comme un handicap économique. Donc, c'est une autre forme de handicap qui est moins populaire. Et ce que les personnes handicapées vivent souvent, c'est, vous pouvez faire un copier-coller avec quelqu'un qui dépend de l'aide sociale. Donc, c'est un peu, les conférences qu'on entend alimentent un peu aussi notre réflexion, puis dans le but de faire éclater un peu les préjugés que les personnes handicapées subissent également. Mon nom est Cédille Lamirande. J'ai été pendant plus de 34 ans coordonnatrice d'un regroupement d'associations de personnes handicapées dans la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Et j'ai été aussi une des membres fondatrices de l'Alliance des regroupements régionaux. J'ai été aussi sur des CA de services spécialisés de main-d'œuvre de Camo. Et je vous dirais que le principal dossier qui m'a toujours intéressé, c'est le travail. La mise à contribution des personnes à la vie de leur communauté, de mettre l'accent davantage sur leurs capacités, sur leurs incapacités. On a d'ailleurs fait un projet de recherche dans le Bas-Saint-Laurent sur les représentations sociales à la fois des employeurs et des personnes
qui sont souvent un frein par rapport à l'amorce d'un processus, d'une démarche vers l'emploi. Donc, je pense que tous les intervenants, que ce soit les chercheurs, que ce soit les gens du réseau de la santé, que ce soit les gens du milieu communautaire, mais avant tout les personnes et les familles, tous doivent être mis en contribution pour faire en sorte qu'on arrête de miser sur les incapacités des personnes, mais qu'on travaille dès la petite enfance, à leur donner envie de faire quelque chose dans leur vie, d'avoir un projet de vie. Et si on peut le faire dès le préscolaire, dès le scolaire, on va sensibiliser les gens à développer leurs capacités. Fait que les incapacités, on va les mettre de côté. On va miser sur leurs forces, sur leurs faiblesses, comme on fait pour les autres. Quand un jeune, moi j'ai un fils qui est début trentaine, il avait un projet de vie, on avait des attentes. Les personnes handicapées ne sont pas différentes. C'est qu'on ne leur donne pas toujours les outils pour qu'elles pensent pouvoir réaliser ce projet de vie-là. Donc ça commence très tôt. Il faut mettre à contribution les familles. Et avant tout, je pense qu'il faut travailler sur l'estime de soi de la personne et dire qu'elle est capable de faire des choses dans la mesure de ses possibilités et lui permettre aussi de contribuer à la vie de sa communauté. Je pense que c'est vers ça que tout le monde devrait tendre. On fait beaucoup de recherches, on développe beaucoup d'outils, mais donnons la parole aux personnes, qu'on leur dise ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont besoin avant tout. Donc c'est ça, il y a un changement de paradigme qui doit être opéré au niveau justement d'une optique de compensation négative, parce que ça reste négatif. C'est qu'on a trop voulu surprotéger les personnes et décider pour elles. Est-ce qu'on peut leur donner la chance de dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent faire dans la vie, puis comment développer ce qu'elles ont comme potentiel? Tout commence par ça. Donc, suivant ça, le lien entre la recherche et la défense de droits, c'est développer un argumentaire qui va nous permettre d'aller chercher, que ce soit des fonds publics, de sensibiliser les décideurs aussi à s'investir dans le projet de vie des personnes. Trop souvent, malheureusement, dans le milieu communautaire, on a le vécu terrain avec les personnes, mais on n'a pas nécessairement l'argumentaire que la recherche a les ressources pour aller chercher. Donc, si on met ça en commun, on va à la fois voir l'aspect réaliste, le vécu des personnes, mais également tous les aspects argumentaires qui vont peut-être nous permettre de convaincre les décideurs. Je vous pose une petite question plus personnelle pour moi, en fait. Est-ce que vous avez l'impression que la recherche, justement, on arrive de... Vous le dites, on arrive de deux directions différentes. Est-ce que vous avez l'impression que la recherche est capable d'aller chercher les données probantes, les vraies données expérientielles des personnes? Et le plus bel exemple de ça, c'est le réseau international du processus de production du handicap, qui est reconnu mondialement. Et le processus, le PPH, comme on l'appelle communément, tout le monde se base là-dessus. Et le PPH, c'est au fond, en théorie, la pratique qui se vit au quotidien tous les jours, avec les facteurs environnementaux, tout le processus de la personne. Donc, c'est une preuve que la recherche est capable de se baser sur des éléments probants et permettre comment je vous dirais, de passer de la théorie à la pratique d'une façon qui est très convaincante, à mon avis. Hello, I'm Emil Tompa. I'm the co-director of the Center for Research on Work Disability Policy. And it's a pan-Canadian research collaborative. We have clusters in British Columbia, Ontario, Quebec, and Newfoundland, and our central office is based in Toronto, Ontario. It's a SSHRC-funded partnership grant, and we have funding for 7 years. We're in our 5th year, so there's 2 more years of the funding, and then we actually may go on to an 8th year as well. And what we're doing right now, I guess some of the pieces that we've seen here today and the thing I was presenting is trying to get it much more to the applied stage rather than doing more basic fundamental research, which we've done quite a bit of it already in the first 3 to 4 years. Now we want to take that knowledge that we've created through the research and put it into an application. So the presentation I've done is about using best practices around work disability prevention management systems and developing standards for employers to use to integrate and improve on their current management systems to ensure that they're doing the best they can in terms of what the evidence-based suggests they should be doing around managing disability in the workplace. And I think that's a really critical area that we need to explore more. A lot of the work that we've done to date is about policy, so disability policy, the supports that are provided by different programs like Canada Pension Plan Disability, Quebec Pension Plan Disability, workers' compensation, private insurance. So those are all the policy
policy system that provides supports. But the part that's the hardest to kind of make some improvements on is the employer demand side, their ability to do a good job of accommodating people with disabilities. And if they can't do a good job, all those other things are for naught, I guess. So it's really important that they have the right skill sets, and they often don't. We've done interviews with employers who, a lot of stigma, they don't know what to do, they feel awkward and afraid to go that terrain because they think it's not manageable and they don't understand the issues. So sometimes it's just social stigma about being afraid to go venture down that path of recruiting and retaining people with disabilities, whether it's physical or mental issues, health conditions. So that's the part of the standards that we're trying to build a framework to help them figure out how they can best manage disability of their workforce and also when they recruit and retain. And so we're trying to do a lot of kind of capacity building for that. What I call the demand side, because they hire people, so there's a demand for labor from employers. That's the demand. So the supply side is the worker, but they're supplying their labor. And so we do a lot of work around figuring out best ways to skill up workers or teach them a different skill if their abilities are compromised and they're unable to continue a particular role. So there's lots done there, but the demand side stuff has not been really addressed in a big way, the way it ought to be, and it's only going to work when the demand is on par with the supply side. Otherwise you get unemployment and people not finding meaningful work. That's the part I was presenting. We're encouraging everybody who's in part of the center to think about taking their research to the next stage. So that's why the recent thing I mentioned just today about the call for developing tools and products. That's maybe generic vocabulary, but things that can be used in the field, right? Take the research and the knowledge that we've created through our work up to now and find ways that it can be used meaningfully in the field by whatever stakeholders, whether it's policymakers, program providers, employers, disability communities, something that's useful for them. And one of the women today made a very good point is that you need to ask them and work with them, right? It's not going to be a useful tool or product if they're not part of the process of helping develop it, right? So at the front end, it just might be some needs assessment, asking people, what are the things that you're still struggling with because you could use some help with, and how can we use our research to help inform, develop something to serve that, fill that need, kind of thing. So, and then actually getting them involved in creating that tool is really important too. And at the tail end, you often will workshop it out with different stakeholders to test it out to see if it fits the bill, kind of thing. So hopefully that's where our group will be taking the work that they're doing in the next 2 or 3 years. Okay. So about the state of the development of this project, are you already on the field with the stakeholders and? Yeah, in fact, most of my work has always been very stakeholder driven. Like whenever I do a project, even at the inception stage, they're part of the dialogue, that identifies, and details what the needs are. They often may sit on an advisory panel on the research project at the front end to help guide the process of doing the research, and at the tail end they be involved in helping translate that into kind of messages or products or some kind of tools for the field. So like the standards I was describing, we're working directly with the CSA and a number of employers, community members to try to identify what the core aspects of the disability prevention management system should have in it when they were codifying it, and then they're part of the team that actually details it, right? So it's informed by research, but it's developed by stakeholders. Yeah. And I think that's the best way to do applied research if you want to get uptake in the field. In fact, most of my work has always been very stakeholder driven. Like whenever I do a project, even at the inception stage, they're part of the dialogue, that identifies, and details what the needs are. They often may sit on an advisory panel on the research project at the front end to help guide the process of doing the research, and at the tail end they be involved in helping translate that into kind of messages or products or some kind of tools for the field. So like the standards I was describing, we're working directly with the CSA and a number of employers, community members to try to identify what the core
aspects of a disability prevention management system should have in it when they were codifying it, and then they're part of the team that actually details it, right? So it's informed by research, but it's developed by stakeholders. Yeah. And I think that's the best way to do applied research if you want to get uptake in the field.